Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. La polémique de ce week-end, c'est cette messe célébrée en la mémoire du maréchal Pétain à Verdun, Périgot. Oui, une messe qui a été commémorée à la mémoire du maréchal Philippe Pétain, à l'initiative de l'association de défense de la mémoire du maréchal Pétain, dont le président, monsieur Serge Boncompin, a déclaré que Philippe Pétain avait été le premier résistant de France à l'occasion de cette cérémonie. Évidemment, le préfet de la Meuse a porté plainte pour contestation de crimes contre l'humanité, et la polémique a été rouverte, une polémique très ancienne qui fait partie vraiment de notre histoire depuis la mort du maréchal Pétain en 1951 et sa condamnation à mort en 1945, changé en prison à vie par décision du général de Gaulle. Je voudrais juste repositionner, sans rentrer vraiment dans la polémique elle-même, repositionner les faits. Alors, je rappelle que le maréchal Pétain a été déchu de sa qualité de maréchal et qu'aujourd'hui on devrait ne plus dire que général Pétain. Dans l'histoire, il est maréchal Pétain, il a été fait maréchal en novembre 18. Je veux juste rappeler que le général Philippe Pétain a été nommé chef d'état-major des armées françaises en mai 1917, sur décision de Georges Clémenceau, président du Conseil des ministres, avec l'accord de Raymond Poincaré, président de la République. Il a été nommé chef des armées françaises en mai 1917, suite à l'offensive Nivelle. Le général Nivelle était le prédécesseur de Philippe Pétain à la tête des armées françaises. On dit bien que c'était les chefs des armées françaises. Offensive Nivelle, chemin des Dames, 250 000 morts. Catastrophe pour gagner, je crois, 3 kilomètres de terrain. Sentant évidemment les mois dans l'armée française, là les troupes n'en pouvaient plus d'être envoyées à la boucherie. Clémenceau nomme Pétain homme pragmatique, très très apprécié de la troupe, qui décide tout simplement qu'il est inutile de faire des offensives meurtrières, d'envoyer des jeunes gens, des jeunes hommes au massacre, puisqu'il considère que l'Allemagne est en position de force et que tant que les armées américaines et soldats américains ne seront pas arrivés sur le front, la France n'a aucune chance de l'emporter. Donc inutile d'envoyer à la boucherie des jeunes qui peuvent très bien rester dans les tranchées au lieu de se faire massacrer par la mitraille. C'est ce qui vaudra cette image d'homme qui est soucieux des conditions de vie du poilu dans les tranchées. Rappelons que cette guerre de 14, au-delà de la barbarie qu'il y a eu dans la guerre de 39-45, la guerre de 14, les tranchées, c'est quelque chose d'absolument monstrueux, c'est une tragédie, c'est une ignominie. 1 258 000 morts, des jeunes hommes entre 18 et 40 ans, c'est une boucherie, c'est une plaie dans l'histoire de France. Et évidemment qu'en 1940, quand on sent que la guerre va recommencer, l'engouement pour recommencer cette boucherie n'est pas au cœur, n'est pas au centre des Français, de l'esprit des Français, et qu'on essaie d'éviter. Il y a une forme de pacifisme parce qu'on ne veut pas reproduire ça. Donc le général Philippe Pétain, chef des armées françaises, vit co-vainqueur avec Clémenceau et les autres généraux. Le maréchal Foch, lui, a été nommé chef de l'état-major interallié, c'est-à-dire qu'il commande les troupes françaises, anglaises, italiennes, belges, voilà. Mais le chef des armées françaises, qui défilera le 14 juillet 1919 sur l'Arc de Triomphe en tant que représentant de l'armée française, c'est le général Pétain. Il garde cet rang. Il sera ministre de la guerre, il sera président du Conseil supérieur de la guerre. Il a été fait maréchal, comme je vous l'ai dit, en novembre 1918. Celui-là, peut-être, mériterait que, si on s'en tient à ces circonstances-là, a droit à un hommage, voilà, des victimes de 14, de tous ceux à qui il a sauvé des vies en n'envoyant pas des régiments et des divisions entières à la boucherie. Et puis il y a le Philippe Pétain, défaite de 40, il est appelé parce que justement il est le héros de Verdun, que la France est dans un état, j'allais dire, de désastre total, c'est l'effondrement absolu, la République s'est effondrée, la classe politique était au plus bas, et on va chercher le sauveur de la patrie pour prendre un nouveau gouvernement. Et le maréchal Pétain instaure ce qu'on appelle le régime de Vichy, évidemment avec la collaboration sans jeu de mots d'autres hommes politiques qui sont avec lui, et le 10 juillet 1940, il est investi comme chef de l'État français, rappelons-le, par la Chambre des députés du Front populaire, celle qui avait été élue en 1936 avec une majorité de gauche, sauf les députés communistes qui avaient été interdits à cause du pacte germano-soviétique. Le président Daladier avait fait un décret d'interdiction, mais c'était la Chambre du Front populaire. Il est investi chef d'État avec des pouvoirs constitutionnels le 10 juillet 1940. Il supprime dès le 11 juillet, c'est déjà une entorse à son mandat, il supprime le poste de président de la République et prend tous les pouvoirs. Et puis acte fatal, le 3 octobre 1940,
1940, il signe le décret portant sur les Juifs, avec certaines mentions à noter de sa main. Alors ce Pétain-là, effectivement, on n'a pas à le célébrer. Il est jugé par la Haute Cour en 1945. Il dira c'est moi que l'histoire jugera. Eh ben, il est jugé par l'histoire. Il est condamné à mort. Même si les jurys étaient composés quand même surtout de résistants, il est condamné à mort. Et eu égard aux relations amicales qu'ils avaient eues, de discipline et de dévotion que le général de Gaulle avait, le colonel de Gaulle avait eu avec le maréchal Pétain qui était son maître, eh bien, le général de Gaulle commut la peine de mort en prison à vie, et le maréchal Pétain finira ses jours à l'Île-Dieu. Il meurt en juillet 1951. Ensuite, on a voulu réhabiliter l'image la mémoire du maréchal Pétain, une association de défense, son avocat Maître Orny. On a demandé souvent à ce que les cendres du maréchal Pétain soient transférées de l'Île-Dieu jusqu'à l'Esseur de Douaumont à Verdun. Des présidents de la République ont fleuri la tombe du maréchal Pétain. Voilà, tout ça est tout à fait légitime. Mais une messe à la gloire du maréchal Pétain, celui de 40, en disant qu'il a été un héros de la résistance, ça c'est quelque chose qui n'était pas admissible. Donc le préfet de la Meuse a été dans son droit de porter plainte tout simplement, mais je tenais à rappeler les faits. Il y a eu un général Pétain de la guerre de 14 à Verdun, et puis il y a eu le maréchal Pétain du régime des Vichy. Ce n'est pas le même homme, et donc si l'un mérite effectivement un hommage à sa mémoire, le deuxième ne le mérite pas. Be proud of you. François Hollande, le retour. L'ancien président de la République refuse de se soumettre à une primaire de la gauche. Alors là, ça va nous changer de la mémoire de 14 et du maréchal Pétain. On a la gauche qui était mal en point, très divisée, avec une prédominance de la France insoumise au sursaut mélenchonien. Et puis la dissolution de juillet 2024 les avait rassemblés. Ils avaient fait le Front populaire. Grâce au Front populaire qui était passé au Front républicain, c'est-à-dire qu'on avait demandé à des gens de droite de voter pour des élus de gauche et à des électeurs de gauche de voter pour des candidats de droite, eh bien le Front populaire est arrivé. Alors il a eu le plus grand nombre d'élus, même s'il n'a pas eu le plus grand nombre de voix par parti, et c'est effectivement le parti qui, à l'Assemblée nationale, totalise près de 205 voix, si on met ensemble les socialistes, les France insoumises, les communistes et les écologistes. Donc tout allait dans le meilleur des mondes. Ils ont proposé Julie Castetz comme candidate de Premier ministre en juillet 2024. Ça ne s'est pas passé comme ça. Nous avons eu Michel Barnier, nous avons eu François Bayrou, et aujourd'hui nous avons Sébastien Lecornu. Alors, prochaine étape politique pour que la gauche se rassemble, eh bien, c'est l'élection présidentielle de 2027. Et alors là, tout part en... excusez-moi. Tout part à volo. Voilà, j'allais trouver un terme anatomique qui ne correspond pas. Et alors, on a d'un côté une tendance de la gauche, portée par Olivier Faure, donc Parti Socialiste, Marine Tondelier, François Ruffin, Clémentine Autain, Raquel Garrido et Alexis Corbière, et même Madame Castetz, pour une primaire qui désignerait un candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle de 2025. Mais évidemment, Jean-Luc Mélenchon, qui ne veut pas de primaire parce qu'il n'est pas sûr d'être désigné, n'en veut pas. Raphaël Glucksmann, qui ne veut pas de primaire parce qu'il n'est pas sûr d'être désigné et il a envie d'être candidat, non plus n'est pas dans cette volonté de faire une primaire, et Fabien Roussel non plus n'en veut pas, et même Bernard Cazeneuve, qui s'est rapproché de Raphaël Glucksmann, ne veut pas de primaire. Alors on a l'intervention d'Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances, très proche de Jean-Luc Mélenchon, et là ce matin sur France Inter, François Hollande, qui explique que la primaire de la gauche est une machine à perdre. Donc il n'y aura pas de primaire de la gauche, il n'y aura pas de candidats désignés par l'ensemble de la gauche. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'ils ont tous envie d'être candidats, ils ont envie d'être élus à l'élection présidentielle de 2027, et qu'au lieu de jouer la carte de l'intérêt général de la gauche, donner une chance à la gauche qui est très divisée, qui est mal en point aujourd'hui justement avec les écarts, avec les changements d'attitude et de stratégie par rapport à la loi sur la retraite, avec la France insoumise qui est en guerre avec le Parti socialiste et se traite de tous les noms, eh bien au lieu d'essayer de refaire une réconciliation de cette gauche, eh bien chacun joue perso pour essayer d'être candidat, comme si François Hollande pouvait encore imaginer Olivier Faure être un jour président de la République. Enfin, on verra bien ce qu'il en est, mais enfin bon, on sent les probabilités sont... Alors nous ne sommes plus dans la machine à perdre, à gauche, nous sommes tout simplement dans la logique du suicide collectif. L'humoriste Pierre-Emmanuel Barré n'a pas fait rire tout le monde sur Radio Nova la semaine dernière, et on comprend pourquoi. Écoutez. Là, de mon côté, il y a de fortes suspicions que Laurent Nunez soit une grosse cuive à pisse. Mais
Présomption d'innocence. On attend l'enquête de l'IGPN. Suspense. Non, bien sûr. Non, ils vont pas se réveiller un matin et admettre que ces institutions sont structurellement brutales, racistes et déresponsabilisantes. Mon enquête ira plus vite. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté. Donc la police française, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Diantre. Et c'est un humoriste qui dit ça, de l'humour. Alors pas sûr, même sur le ton de l'humour, que le fils et la famille de Jean-Baptiste Salvin, qui avait 42 ans, et de Jessica Schneider, qui avait 36 ans, quand ils ont été poignardés à mort pour l'un, égorgés pour l'autre devant son petit garçon, parce que policier, parce que policière. Pas sûr que le fils et la famille apprécieront cette touche d'humour. Je rappelle les faits, c'était le 13 juin 2016 à Magnanville. Ce jour-là, nous comprenions que Daesh, qui a revendiqué le double crime barbare commis par un ressortissant français d'origine marocaine, Larossi Abdallah, qui a été condamné depuis, évidemment, que Daesh s'en prenait à des policiers désormais dans leur vie familiale, dans leur vie privée. On allait les chercher chez eux et on les égorgeait chez eux devant les enfants. D'ailleurs, l'assassin proféra des menaces de mort en les citant contre Gilles Kepel, Léa Salamé, Bernard de la Villardaire, Rutel Krief, Audrey Pulvar, Mohamed Sifawi. Bon, mais écoutez, no comment sur cette allusion Daesh, la police française et Daesh avec la sécurité de l'emploi. Tout ce que je souhaite à Pierre-Emmanuel Barré, c'est de ne jamais figurer sur une liste où des islamistes voudraient demander sa mort. Voilà. Perico, s'il vous plaît. Oui, je suis un peu perdu. Non, perturbé parce que le sujet qu'on vient d'évoquer. On change totalement de registre là. Oui, et pourtant, un peu de légèreté. Et pourtant, légèreté, on reste dans l'aberration quand même, ma chère Maud. Vous êtes allé assister à un concert vendredi et quelque chose vous a marqué. Oui, figurez-vous, Perico, que le chanteur chantait. Il chantait. Et les mots qui sortaient de sa bouche n'étaient pas les électeurs du Rassemblement national sont tous des cons ou Front républicain contre le fascisme, non. Il y avait des mots simples, des mots qui sonnaient juste, de très belles mélodies, une mise en scène extraordinaire, un public généreux, intergénérationnel, qui était juste heureux d'être là. Et je vous rappelle quand même pour le symbole qu'on était le 14 novembre, au lendemain de l'hommage aux victimes du Bataclan. En fait, on m'a invité à découvrir un chanteur dont je suis pas vraiment fan, mais qui objectivement a un talent indiscutable sur scène et une autodérision qui fait plaisir, c'est Julien Doré. Et ça vous surprend qu'il n'ait pas tenu des propos politiques sur scène ? Mais oui, parce que quand on entend Alain Souchon dire que les Français ne sont pas assez cons pour faire élire le Rassemblement national et que s'il passait, il s'enfuirait en Suisse. La Suisse est pétée de tout. Oui, parce que si Alain Souchon se tire en Suisse, c'est pas pour ses chocolats et son fromage. Et je vous passe la litanie des artistes qui accablent cet électorat avant chaque élection. Admettez qu'avec tout ça, on peut s'attendre à tout. Et puis je trouve ça tellement dommage d'écrire de si belles chansons et de dire de telles bêtises. Souchon, je l'ai vu il y a quelques mois, le temps d'un concert. On l'avait rencontré en loge ensuite. C'est un garçon adorable qui rit, qui vit, qui a commis les œuvres qu'on connaît, qui a cette sensibilité qu'on adore, qui a vraiment l'air d'avoir 10 ans, sauf qu'à 10 ans, on ne fait pas de politique et on ne signe pas non plus des pétitions pour empêcher l'ouverture d'un Carrefour City dans son quartier parce que ça risquerait d'attirer une population différente de celle qu'on côtoie habituellement. C'est pas très gaucho-compatible. Et puis quitte à faire de la politique, parce que moi j'adore Sardou par exemple, faut pas se prendre au sérieux ou alors tu t'attaques aux idées et aux personnes, et pas aux personnes, pardon. Un peu de subtilité, un peu de respect pour le public aussi. Bref, quoi qu'il en soit, je vous laisse écouter la meilleure reprise de Julien Doré, la chanson que tout le monde attend à la fin de chaque concert, histoire d'avoir, nous, vraiment 10 ans. C'est une comptine pour enfants, et je peux vous dire qu'au concert de Julien Doré, on bat les records de chenilles sur cette reprise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les crocodiles. Vous connaissiez Perico, les crocodiles? Bien sûr. Je veux vous voir faire la chenille là. Ah ben si vous voulez, faut que j'appelle tout le monde. Faut qu'on appelle Patrick Roger, Jean-Marie Bondry. Bon, voilà, en tout cas, c'est un très beau moment et ça fait vraiment du bien d'assister à ce genre de concert. Dites-moi de la part d'Alain Souchon. Alors c'est la preuve qu'on peut avoir beaucoup de talent et du génie culturel et artistique et ne pas avoir forcément des propos pertinents. Mais ce matin sur France Inter, Patrick Cohen a trouvé que, qu'il y avait des cons qui avaient trouvé que Souchon était con. Donc, chacun a le droit de comme ça qu'il l'a dit, mais voilà. Mais enfin bon, de la part d'Alain Souchon, c'est un même. En plus, il s'agit d'une partie massive du peuple français, c'est pas une petite minorité. Voilà. Oui, c'est dommage. Les vignerons sont aussi en colère. On en parle dans un instant avec Jean-Pascal Pelaghitti, vigneron responsable de la FDSEA à Béziers. À tout de suite sur Sud Radio.